Merci Paul-François. J'en profite pour remercier BPI France pour son accueil une fois de plus, son soutien depuis tellement d'années à cette communauté de l'Observatoire de l'immatériel. J'en profite aussi pour remercier Deloitte, représenté par Catherine Serre, qui soutient cette 11e journée nationale des actifs immatériels. Donc, mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue. Je suis très heureux de nous avoir aujourd'hui. Alors, bon, c'est comme une salle de cinéma, elle va se remplir sans doute au fur et à mesure. Je voudrais commencer cette introduction par une citation en forme d'hommage au peintre Pierre Soulages, qui disait « C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche ». À l'Observatoire de l'immatériel et dans la communauté de l'Observatoire, il me semble que c'est effectivement ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons qui nous oriente vers ce que nous cherchons. Et il y a bien une dimension exploratoire, expérientielle, vivante, sociale à l'immatériel et présentielle. Le thème que nous avons retenu aujourd'hui, c'est l'immatériel pour réussir les transitions. Alors vous le savez, le monde dans lequel nous vivons, il est marqué par des progrès immense, mais aussi par beaucoup de régressions. Il suffit d'allumer la télévision pour le voir, des incertitudes, des conflits. Ma génération, celle des cinquantenaires actuels, aura été témoin de transformations profondes de nos sociétés, des avancées en matière d'éducation, de santé, de niveau de vie, d'espérance de vie, mais aussi des reculs en matière de démocratie, le réchauffement climatique, la réduction de la biodiversité, le creusement des inégalités, les replis communautaires, les menaces terroristes, n'en jetez plus. Comment réussir toutes ces transformations vertigineuses, toutes ces transitions environnementales, énergétiques, sociales, alimentaires, économiques, générationnelles, tout en préservant notre bien commun, le vivre ensemble, la fraternité, l'unité d'une nation et l'unité entre les nations? Faut-il privilégier des petits pas, des actions incrémentales, ou bien chercher le grand soir et les ruptures symboliques? Est-ce que nous pouvons éviter des discours et des actes, les oppositions entre protection de la nature et protection de l'art, entre les jeunes et les vieux, entre les urbains et les ruraux, entre les riches et les pauvres, entre capital et travail, entre public et privé, etc. Dans ce contexte, la vocation de cette communauté de l'Observatoire de l'immatériel est de renforcer notre capacité à agir collectivement, définir des visions communes sur des sujets complexes, porter un message d'espoir, valoriser ce qu'il y a de positif dans tout individu et toute organisation. Mesdames et messieurs, l'immatériel est la solution pour réussir nos transitions, même si nous ne le savons pas toujours ou nous ne sommes pas conscients. Je voudrais vous donner 6 illustrations en étant bref. La première, l'immatériel pour mesurer autrement. Bien clarifier pourquoi on mesure, pour qui, dans quelle situation. Ne pas céder à la quantophrénie, de la mesure dans la mesure. Préserver une mesure irréductible de toute comparaison. Chaque individu, chaque organisation reste in fine, en partie, incomparable et reste son propre étalon de mesure. Deuxième illustration, l'immatériel pour résoudre l'énigme de la productivité du travail. Pour paraphraser le paradoxe de l'économiste Solow, que vous connaissez sans doute, l'immatériel est partout, sauf dans les statistiques. Le travail, qu'est-ce que le travail? Le travail, c'est une action humaine qui est orientée vers un but, un résultat à atteindre, qui, chemin faisant, sédimente de l'immatériel, du savoir-faire, du capital relationnel, du capital organisationnel. Le travailleur n'aliène pas, en réalité, sa capacité de travail, mais l'actionnaire ou le dirigeant la loue temporairement, cette capacité du travailleur ou de la travailleuse, cette capacité qui est surtout une capacité à porter, à développer et à transmettre des actifs immatériels. Rééquilibrer les revenus du travail et du capital sera certainement une des grandes causes de ce siècle. Troisième illustration, l'immatériel pour définir une juste consommation et préserver nos ressources. La véritable sobriété, ce n'est pas de s'assurer qu'on peut consommer plus en polluant moins ou en émettant moins de gaz à effet de serre. La véritable sobriété, c'est se focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus culturel et de plus singulier dans nos activités. C'est prêter attention à ce qu'en Océanie, on appelle le mana, l'esprit des objets que nous concevons, produisons, consommons, détruisons et parfois recyclons. Une consommation responsable est une consommation d'immatériel, de biens et de services qui ne s'usent que quand on ne s'en sert pas. Quatrième illustration, l'immatériel pour revoir notre notion de création de richesse.
qui est encapsulé à tort dans le fameux PIB, et tracer toutes les externalités positives des activités humaines. Les vocables décroissance, post-croissance, recroissance ne devraient pas nous effrayer. Le PIB, en fait, c'est une affaire de convention. C'est une simple somme de valeur ajoutée dont nous avons tracé les contours il y a fort longtemps et qui nous empêche d'élargir notre champ de vision. L'immatériel est le pivot pour croître autrement. Faisons place aux externalités heureuses face à une idéologie culpabilisante autour des externalités négatives. Cinquième illustration, l'immatériel pour devenir véritablement responsable. Quoi de plus responsable que de s'occuper de l'héritage implicite ou explicite que notre histoire, nos origines, nos parents, nos mentors nous ont légué? Quoi de plus responsable que de préserver la singularité fondamentale d'une organisation, d'une personnalité d'entreprise? Quoi de plus responsable que de bâtir sur les liens entre les actifs, les résonances entre une entreprise et ses écosystèmes, les écarts féconds entre ce qui est là et ce qui va advenir? Sixième illustration, l'immatériel, ça a été dit, pour innover et rouvrir les possibles. L'immatériel, dirait le philosophe François Julien, c'est la décoïncidence. L'immatériel porte à la fois le legs du passé et le potentiel du futur. Philosophiquement, investir dans l'immatériel, c'est se détacher de l'état antérieur, c'est se désolidariser de sa cohérence, c'est se décoller constamment de l'adéquation qui a abouti à l'état présent pour amorcer à nouveau la vie. 6 illustrations, la mesure, préserver nos ressources, renouveler notre vision de la création de richesse, devenir véritablement responsable, rouvrir les possibles et résoudre l'énigme de la productivité du travail. Alors vous me direz-vous, si l'immatériel a tant de vertus, comme remède à nos crises et nos angoisses, et clé de lecture polyvalente façon couteau suisse, pourquoi donc l'avènement de l'immatériel reste-t-il et tarde-t-il à se dessiner? Est-ce la complexité apparente du sujet? Est-ce la difficulté à comprendre les plaidoyers sur l'immatériel? Est-ce une part de voix limitée dans une société d'hyperconsommation, d'hypercommunication, où une idée chasse l'autre, sans arrêt? Est-ce une interdisciplinarité rédhibitoire, à l'heure où il convient sans cesse de classer, ranger chaque thème dans une rubrique bien définie? Je vais émettre quelques hypothèses, si vous me le permettez, de réponse à cette question du défaut de notoriété de l'immatériel et de défaut de déploiement de l'immatériel. On pourrait citer quelques freins que je vous soumets, le manque d'imagination, la peur du changement, la crainte de perte de pouvoir et de richesse. Je vais me focaliser sur 3 freins. Le premier frein, un frein bien réel que nous ressentons dans cette communauté, c'est l'opposition de certaines élites qui anticipent à juste titre une évolution des rapports de force, du partage de la richesse effectivement produite et de la répartition du pouvoir. Dans le roman de Philippe Zawati, CEO de Mirova, Applaudissez-moi, publié en 2020, le héros avait bien vu cette dérive. Je cite « Nos élites ont compris que la meilleure façon de conserver richesse et pouvoir, c'est de contrôler leurs détracteurs. La méthode érodée, elle consiste à laisser aux activistes une juste place, suffisamment pour qu'ils aient l'illusion du changement, pas assez pour que la course du monde soit réellement modifiée. D'une certaine façon, ces activistes sont des alliés du système, des idiots utiles. Ils installent leur cirque à la périphérie de la ville, mais n'en franchissent que très rarement les remparts. Protégés par leur confort, les puissants aiment à rire à leur bouffonnerie. Au pire, ils font mine d'avoir peur. Deuxième frein, c'est le frein que Esther Duflo, prix Nobel d'économie 2019, dans sa leçon inaugurale prononcée la semaine dernière, jeudi 24 novembre, au Collège de France, appelle l'amnésie du détail et l'incapacité à expérimenter humblement et concrètement les changements. Les politiques, leurs conseillers, les économistes sont attirés par les grandes réformes structurelles. La formation des économistes leur enjoint en général précisément d'ignorer les détails. L'art de la modélisation, c'est bien l'art de simplifier la réalité pour découvrir une logique interne d'hypothèses essentielles. Esther Duflo dit « La lumière est dirigée de manière à illuminer les principes généraux, pas les détails qui pourraient être très spécifiques à une situation particulière. Ces détails sont des distractions. L'absence d'expérimentation, la difficulté de se concentrer sur les détails et la puissance de l'idéologie se combinent dans ce que nous avons appelé, avec ses amis économistes, les 3 I, idéologie, ignorance, inertie. Les hommes politiques mettent en place des programmes fondés sur l'idéologie de l'époque ou la leur, dans l'ignorance des détails. Troisième frein, dernier frein,
le temps de cerveau disponible, l'aversion à la complexité, une forme de paresse ou de ramollissement intellectuel, voire un ramollissement dans une idéologie confortable. Les émissions carbone et l'urgence climatique occupant le cerveau disponible des acteurs, peu de place est laissée au reste. Attention, si vous le permettez, à ce que l'idéologie de la shareholder value et de la maximisation du profit ne soit pas remplacée par une autre idéologie, celle du zéro carbone et de la minimisation des externalités négatives. Face à ces trois freins, il nous faudra donc faire preuve de ténacité, d'imagination, de courage pour changer de logiciel. Nous en aurons de la ténacité, de l'imagination et du courage au travers des différentes tables rondes et ateliers programmés cet après-midi, à commencer par la table ronde numéro 1 que j'aurai le plaisir d'animer dans un instant. Je vous souhaite donc une excellente journée nationale des actifs immatériels. Je vous remercie.